Nathaniel Cross avait bâti son empire sur une règle de fer. Rien n'existait sur ces terres sans sa permission. Mais par un matin glacial de février 1881, de la fumée s'échappait d'une cabane. Il l'avait pourtant classée comme ruine 3 ans plus tôt. Quelqu'un vivait là. Quelqu'un prospérait sur sa propriété sans rien demander, sans rien expliquer. L'intruse n'était ni une vagabonde, ni une idiote. C'était une femme qui avait calculé chaque risque et choisi la survie plutôt que la sécurité. Ce que Nathaniel découvrit dans cette vallée allait briser ses certitudes. Il remettrait en question le contrôle, la justice et la différence entre posséder et appartenir. Si vous regardez cette vidéo depuis n'importe où dans le monde, écrivez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous aimez les histoires de force, de seconde chance et de justice, restez jusqu'à la fin. Appuyez sur le bouton j'aime et commençons. Le vent soufflait fort sur les hautes terres du Montana ce matin-là. Il portait la morsure de l'hiver et le poids de quelque chose que Nathaniel Cross ne pouvait nommer. Il chevauchait depuis avant l'aube. Il vérifiait les clôtures le long de la limite nord de son ranch. 20 000 acres de pâturage, de bois et de droits d'eau. Cela s'étendait de la rivière Yellowstone jusqu'à l'ombre de la chaîne Absaroka. Tout ce qui était visible lui appartenait. Tout avait un but, une place dans le livre de comptes, une valeur qu'il pouvait calculer. Nathaniel était un homme taillé pour ce paysage. Grand, les épaules larges, les mains calleuses par la corde et le cuir. Il se comportait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait appris tôt que les sentiments étaient un luxe. Et l'hésitation, un handicap. À 34 ans, il avait transformé une ferme en faillite en l'une des exploitations bovines les plus rentables du territoire. Il employait 16 hommes toute l'année. Il expédiait du bœuf à Chicago et Denver. Il tenait des livres de comptes qui feraient pleurer d'envie un banquier. Il ne croyait pas à la chance. Il croyait au système. Mais les systèmes exigeaient des informations. Et la colonne de fumée s'élevant de la vallée de Hackberry était une information qu'il n'avait pas. Nathaniel arrêta son Hongrebail sur la crête au-dessus de la vallée. Son souffle formait de la buée dans l'air froid. La fumée était fine, contrôlée. Ce n'était pas un feu de forêt, ni un accident. Elle venait de la cheminée de la vieille cabane Hackberry, une structure qu'il avait vue pour la dernière fois 3 hivers plus tôt. Le toit était alors à moitié effondré et les fenêtres brisées. Il l'avait passée en perte et profite dans ses registres. Elle n'était utile que pour le bois de récupération s'il en avait besoin. Quelqu'un en avait décidé autrement. La vallée était un morceau de terre difficile. Elle n'était accessible que par un étroit sentier de cerf qui serpentait à travers les pins denses. Il fallait traverser le lit rocheux d'un ruisseau qui débordait chaque printemps. Nathaniel n'avait jamais pris la peine de la clôturer, car le bétail n'y paîtrait pas. Et le bois ne valait pas la peine d'être transporté. C'était un territoire qu'il possédait, mais n'utilisait pas. Un angle mort dans sa gestion par ailleurs méticuleuse. Et maintenant, quelqu'un exploitait cet angle mort. La mâchoire de Nathaniel se serra. Les squatteurs étaient un problème persistant dans des territoires. Des gens qui supposaient que les terres inutilisées étaient des terres non réclamées. Ils bâtissaient leur désespoir dans des structures et appelaient cela une ferme. Il avait expulsé 7 familles au cours des 4 dernières années, toujours avec le même discours. Ceci est une propriété privée. Vous avez 3 jours pour partir. Voici le nom du bureau des terres si vous voulez déposer une réclamation légale ailleurs. Aucun d'eux ne le faisait jamais. Il pressa son cheval de descendre la crête, suivant le sentier qu'il connaissait de mémoire. Les pins poussaient serrés ici, leurs branches lourdes de neige. La lumière du matin filtrait en rayons pâles qui rendaient les ombres plus profondes. L'air sentait la fumée de bois et la pierre froide. Quelque part au loin, un corbeau croassa. À mesure qu'il descendait, des détails émergeaient. Le toit de la cabane avait été rapiécé. Pas professionnellement, mais avec compétence, avec des bardeaux chevauchants qui évacueraient l'eau. Les volets avaient été raccrochés. La porte, dont il se souvenait qu'elle pendait de travers sur des gonds cassés, était maintenant droite dans son cadre. Une corde de bois de chauffage fendue était empilée contre le mur nord. Elle était protégée des intempéries par un appentis grossier fait de planches de récupération. Ce n'était pas l'œuvre de vagabond. C'était quelqu'un qui avait l'intention de rester. Nathaniel mit pied à terre à 20 mètres de la cabane. Il attacha ses rênes à une branche basse. Il s'approcha à pied, ses bottes crissant sur le sol gelé.
La fumée de la cheminée portait l'odeur du pain et d'autres choses. Du café peut-être, ou de la soupe. À travers la seule fenêtre intacte, il perçut un mouvement, une ombre passant derrière le verre ondulé. Il frappa un coup sec. Le son résonna à plat dans l'air froid. La porte s'ouvrit immédiatement. La femme qui se tenait là avait peut-être 30 ans. Elle portait une jupe en laine et une chemise de travail en toile qui avaient connu de meilleures années, mais elles étaient propres et raccommodées. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière dans une tresse pratique. Et son visage, bien que mince, n'était pas décharné. Elle le regarda avec des yeux calmes, calculateurs et totalement sans surprise. Monsieur Cross, dit-elle, ce n'était pas une question. L'expression de Nathaniel ne changea pas, mais quelque chose dans son évaluation se déplaça. Elle savait qui il était. Elle s'attendait à cela. Vous êtes sur mes terres, dit-il. C'est vrai, admit-elle. Pas d'excuses, pas de justification, juste une reconnaissance. Vous savez que c'est une violation de propriété. Je le sais. Le silence qui suivit ne fut pas inconfortable pour elle. Elle attendit simplement, une main posée sur le cadre de la porte. Sa posture n'était ni défensive ni conflictuelle. Elle ne bloquait pas son entrée, mais elle ne l'invitait pas non plus. Nathaniel avait mené cette conversation des dizaines de fois. D'habitude, à ce stade, il y avait des larmes, des excuses, une litanie de difficultés destinées à adoucir sa résolution. Cette femme n'offrait rien de tout cela. Elle se tenait simplement dans la vérité de sa situation et attendait qu'il énonce ses conditions. Cela le dérangeait de trouver cela intéressant. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda-t-il. « 6 semaines. Et vous n'avez pas pensé à demander la permission ?»« Je ne pensais pas que vous la donneriez. Vous aviez raison. » Elle hocha légèrement la tête comme pour confirmer un calcul. « Alors j'ai mal choisi. Je m'excuse pour l'imposition. » Sa syntaxe était éduquée, son ton mesuré. Ce n'était pas une veuve désespérée d'un camp minier épuisé, ni la fille d'un fermier fuyant un mauvais mariage. C'était quelqu'un qui avait fait un choix délibéré basé sur des options incomplètes. « Quel est votre nom » demanda Nathaniel. « Eliza Moore. »« D'où venez-vous, mademoiselle Moore ?»« Madame, corrigea-t-elle doucement. « Je suis veuve. Je viens de Bozeman. Bozeman est à 60 miles à l'est. C'est un long chemin à parcourir pour une cabane abandonnée. C'est un chemin encore plus long quand on n'a nulle part ailleurs où aller. » La déclaration atterrit sans drame, sans supplication. C'était simplement un fait, livré comme on pourrait mentionner la météo ou l'heure. Nathaniel jeta un coup d'œil derrière elle, à l'intérieur de la cabane. C'était petit, une seule pièce, peut-être 12 pieds sur 14. Mais c'était remarquablement organisé. Un lit étroit dans le coin, fait avec une précision militaire. Une table fabriquée à partir de caisses, une chaise qui semblait réparée à la main. Des étagères construites dans le mur contenant une collection rare mais ordonnée de provisions. Farine, haricots, sel, quelques assiettes en étain. Une marmite pendait au-dessus du feu, de la vapeur s'élevant doucement. Tout était propre. Tout avait un but. « Vous avez fait du travail ici, dit-il. La structure était solide, elle avait besoin de réparation, pas de remplacement. Où avez-vous trouvé les matériaux? » Récupération de la section effondrée du toit. Certains proviennent de bois mort. J'ai acheté les clous et le verre en ville. Avec quel argent? J'en avais un peu. Son ton n'invitait pas à d'autres questions sur ce point. Nathaniel l'étudia. Elle soutint son regard directement. Pas avec défi, mais avec le genre de fermeté qu'il associait aux hommes ayant survécu à la guerre ou à l'hiver. Ou aux deux. Ses mains, remarqua-t-il, montraient des callosités et des coupures récentes. La preuve d'un travail dur, pas d'une pauvreté douce. « Vous comprenez que je ne peux pas vous laisser rester ici, dit-il. Pas sans condition. »« Je comprends. Alors pourquoi l'avez-vous fait? » Pour la première fois, quelque chose vacilla dans son expression. Pas de la faiblesse, mais une brève reconnaissance de la complexité. Parce que j'avais besoin d'un abri. Et j'avais des compétences qui seraient gâchées à mendier une charité que je ne recevrais jamais. J'ai parié que si je prouvais ma compétence, vous pourriez envisager un arrangement au lieu d'une expulsion. Nathaniel sentit le coin de sa bouche tressaillir. Pas tout à fait un sourire. Elle l'avait évalué, calculé sa psychologie et pris une décision stratégique. C'était exactement ce qu'il aurait fait. C'est un pari audacieux, dit-il. J'ai perdu pire. Quel genre d'arrangement aviez-vous en tête? Eliza se redressa légèrement. Nathaniel reconnut la posture de quelqu'un sur le point de négocier sans aucun levier.
mais déterminée à agir comme s'il en avait. Travail d'hiver en échange d'un abri, dit-elle. Je peux réparer le harnachement, traiter le gibier, tenir les registres, gérer l'inventaire. J'ai de l'expérience avec la santé du bétail, la menuiserie de base et le travail de cuisine suffisant pour un dortoir. Je ne demande pas de slayer, juste la cabane et l'accès aux fournitures de base. Jusqu'à quand? Le printemps. D'ici avril, j'aurai économisé assez grâce au travail en ville pour partir. Travail en ville, pour faire quoi? Blanchisserie, couture, tout ce qui est disponible. Nathaniel considéra cela. Le cuisinier de son dortoir avait démissionné il y a 2 semaines après s'être cassé la jambe. Et son contremaître se plaignait de l'état du hangar à l'équipement depuis novembre. Il gérait une opération efficace par choix. Mais il y avait toujours du travail différé parce que les exigences immédiates du bétail prenaient la priorité. Mais ce n'était pas une question de praticité, c'était une question de précédent. Je ne fais pas d'exception, dit-il. Je ne peux pas laisser les gens penser qu'ils peuvent s'installer sur mes terres sans permission. Je ne demande pas une exception. Je demande un emploi. La distinction était subtile mais significative. Nathaniel retira ses gants, les glissant dans sa ceinture. Venez dehors, je veux voir ce que vous avez réellement fait ici. Eliza attrapa un manteau accroché à côté de la porte. Un manteau d'homme trop grand pour elle, mais chaud. Elle sortit dans le froid. Nathaniel fit le tour de la cabane, examinant ses réparations d'un œil critique. Le travail sur le toit était amateur, mais efficace. Elle avait fait chevaucher les bardeaux correctement, scellé les espaces avec de la résine de pin. Elle avait tout fixé avec des clous forgés à la main qui semblaient récupérés mais fonctionnels. Les volets étaient raccrochés avec des charnières en cuir, grossières mais résistantes aux intempéries. Le tas de bois était fendu correctement, empilé pour permettre la circulation de l'air. À l'arrière, il trouva une petite cave à racines qu'elle avait creusée dans le flanc de la colline. Elle était tapissée de pierres et couverte d'une porte de récupération lestée de rochers. À l'intérieur se trouvaient des pommes de terre, des navets et plusieurs pots en argile contenant probablement des conserves. « Vous avez fait tout ça en 6 semaines? » demanda-t-il. La cave a pris 10 jours. Le toit en a pris 4. Le reste était de l'entretien et de l'approvisionnement. Approvisionnement d'où? J'ai chassé, piégé des lapins, tiré un sort. Les conserves proviennent de baies sauvages que j'ai cueillies avant la première neige. Nathaniel se tourna pour lui faire face. Vous me dites que vous avez construit une cave à racines, réparé un toit effondré, chassé votre propre viande et fait des conserves. Tout cela en gardant un feu allumé et sans vous faire tuer par la météo ou la faune? Oui, en hiver, dans un pays que vous ne connaissez pas. Je lis. J'ai prêté attention. J'ai fait des erreurs, mais je les ai corrigées rapidement. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix, juste un compte-rendu. Elle rapportait un projet terminé, rien de plus. Nathaniel regarda la cabane, le tas de bois, la femme debout dans la neige avec ses yeux calmes et calculateurs. Il prit une décision qui violait tous les principes de cohérence sur lesquels il avait bâti sa réputation. 3 mois, dit-il. Vous travaillez pour moi jusqu'en mars. Repas au dortoir, réparation d'équipement, tout ce dont j'ai besoin. Vous gardez cette cabane en échange et je fournirai les fournitures de base. Farine, sel, café, huile de lampe. Pas de salaire. En avril, nous réévaluons. Vous voulez partir, vous partez. Vous voulez rester, nous rédigeons un contrat approprié. Vous me volez, vous partez. Vous me mentez, vous partez. Vous causez des problèmes avec mes hommes, vous partez. Ces conditions sont-elles claires? L'expression d'Eliza ne changea pas, mais il vit ses épaules s'affaisser légèrement, la tension se relâchant. Parfaitement clair. J'aurai besoin de cela par écrit, dit-il. Venez à la maison principale demain matin. Nous formaliserons l'accord. À quelle heure? 7 heures. Ne soyez pas en retard. Je ne le serai pas. Nathaniel hocha la tête une fois et se tourna pour retourner à son cheval. Il avait fait 5 pas quand sa voix l'arrêta. Monsieur Cross. Il se retourna. Merci, dit-elle simplement. Il ne l'accusa pas à réception, continua juste vers son cheval, monta et remonta la crête sans regarder en arrière. Mais alors qu'il montait vers le sentier principal, il se sentit troublé d'une manière qu'il ne pouvait catégoriser. Elle n'avait pas supplié. Elle n'avait pas manipulé. Elle avait simplement présenté une transaction et attendu sa décision. Et quelque chose là-dedans,
la clarté de la chose, l'absence de comédie, avaient changé l'équation dans son esprit. Au moment où il atteignit le quartier général du ranch 1 heure plus tard, Nathaniel avait déjà commencé à calculer comment expliquer cette décision à son contremaître sans que cela ressemble à du sentimentalisme. Parce que ce n'était pas du sentimentalisme, c'était une allocation de ressources. Un travailleur compétent en échange d'un investissement minimal. De l'économie simple. Il y croyait presque. La maison principale était une structure à 2 étages en bois et en pierre que Nathaniel avait construite lui-même. C'était fonctionnel plutôt qu'élégant. De larges porches pour la protection contre les intempéries et des fenêtres positionnées pour la ventilation. Le rez-de-chaussée abritait une grande cuisine, une salle à manger qui servait de bureau et un salon qu'il utilisait rarement. À l'étage se trouvaient 4 chambres, dont 3 restaient vides. Nathaniel vivait seul par choix. Il cuisinait ses propres repas, entretenait son propre espace et appréciait le silence. Il faisait frire des œufs et des pommes de terre quand son contremaître, Jack Brennan, entra par la porte de la cuisine sans frapper. Jack avait 10 ans de plus que Nathaniel. C'était un homme marqué par le temps et laconique. Il avait travaillé le bétail du Texas au Montana. Il se servit du café et s'assit à la table sans préambule. « Je vous ai vu descendre vers Hackberry, dit Jack. La fumée est visible depuis 1 semaine. Je sais que vous les expulsez. Je l'ai embauché. » La tasse de café de Jack s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Pardon? » Nathaniel servit son petit déjeuner et s'assit en face de son contremaître. Une femme nommée Eliza Moore, veuve de Bozeman. Elle squattait dans la vieille caravane. Elle a fait environ 2 mois de travail de réparation compétent. Je lui ai offert 3 mois d'emploi en échange d'un abri. Emploi. Pour faire quoi? Tout ce qui doit être fait. Réparation d'équipement, travail de dortoir, inventaire. Jack posa sa tasse avec précaution. Nate, vous avez expulsé une famille de 5 personnes l'année dernière pour avoir fait exactement la même chose. Cette famille a démoli ma clôture pour du bois de chauffage et a laissé sa chèvre manger 1 mois de réserve de cuir. Cette femme a reconstruit un toit et fait des conserves. Ce n'est pas la même chose. Ça crée quand même un précédent. Non, ça établit une norme. Vous voulez rester sur mes terres, vous ajoutez de la valeur. Elle l'a fait. Eux, non. Jack l'étudia avec l'expression d'un homme qui le connaissait assez longtemps pour reconnaître la rationalisation. C'est une question de compétence ou d'autre chose? C'est une question de ne pas gaspiller une ressource. Jack sirota son café. Elle est jolie? Elle est compétente. Ce n'est pas une réponse. Nathaniel croisa le regard de son contremaître. Elle est organisée, autonome et assez intelligente pour négocier à partir de rien. Je me fiche de ce à quoi elle ressemble. Je me soucie qu'elle puisse faire le travail nécessaire sans que j'aie à la gérer. Et vous lui faites confiance? Je lui fais confiance pour agir dans son propre intérêt, qui s'aligne actuellement avec le respect des conditions que j'ai fixées. C'est mieux que la confiance. C'est de la clarté. Jack grogna, pas convaincu, mais peu disposé à argumenter davantage. Vous voulez que je l'installe avec des outils et une liste de tâches? Je veux que vous l'observiez la première semaine. Donnez-lui des tâches. Voyez comment elle les gère. Et si elle est aussi capable qu'elle le paraît, intégrez-la dans la rotation. Si elle ne lève pas, nous réévaluerons. Et si les hommes lui causent des problèmes, ils auront affaire à moi. Le ton de Nathaniel ne laissait aucune place à l'interprétation. Soyez clair là-dessus. Jack hocha lentement la tête. C'est vous le patron. Je le suis. Après le départ de Jack, Nathaniel resta seul dans la cuisine. Il avait pris des centaines de décisions d'embauche au fil des ans. Aucune n'avait nécessité autant de justifications internes. Le fait qu'il ait cette conversation avec lui-même le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle s'était glissée sous sa peau d'une manière ou d'une autre. Pas par charme, mais par pure compétence face à des probabilités impossibles. Elle avait regardé sa situation, calculé ses options et exécuté un plan avec précision. C'était exactement comme cela qu'il fonctionnait. Demain, elle viendrait à la maison. Il rédigerait l'accord, fixerait les conditions, établirait les limites. Ce serait une transaction commerciale, rien de plus. Il croyait qu'il le fallait. Eliza arriva à 6h45 le lendemain matin, 15 minutes en avance. Elle avait clairement marché les 4 miles depuis la cabane, mais elle ne montrait aucun signe d'effort. Elle portait les mêmes vêtements qu'hier, mais elle avait ajouté une écharpe en laine. Ses cheveux étaient épinglés dans un arrangement plus formel. Elle ne portait rien, pas de sac, pas de possession,
juste elle-même et sa ponctualité. Entrez, dit Nathaniel. Eliza entra dans la maison avec l'observation attentive de quelqu'un cataloguant des détails pour une utilisation ultérieure. Ses yeux parcoururent la disposition de la cuisine, la qualité du mobilier. Elle ne fouinait pas. Elle rassemblait des informations. Nathaniel fit signe vers la table. Asseyez-vous. Café? Merci. Il versa 2 tasses et sortit le document qu'il avait rédigé ce matin-là. 2 pages de conditions claires, d'attente et de conditions de résiliation. Eliza accepta le café et lut le document en silence. Ses yeux bougeaient méthodiquement le long de chaque page. Nathaniel la regarda lire. Elle absorbait chaque mot avec la même attention soigneuse. Quand elle eut fini, qu'elle posa les papiers et le regarda. Vous avez inclus une clause qui permet une résiliation immédiate sans motif. Oui. C'est lourdement pondéré en votre faveur, c'est vrai. Vous vous y opposez? Non, c'est honnête. Elle prit le stylo qu'il avait posé à côté du document. Où dois-je signer? Vous ne voulez rien négocier? Les conditions sont claires et justes, étant donné le déséquilibre de pouvoir. Vous offrez un abri et des fournitures en échange de travail. Je n'ai aucun levier pour exiger de meilleures conditions, et vous avez été plus généreux que nécessaire. Négocier serait du théâtre. Nathaniel s'adossa à sa chaise, sincèrement surpris. La plupart des gens essaieraient au moins. La plupart des gens n'ont pas appris que l'honnêteté économise plus d'énergie que la comédie. Elle signa son nom au bas des 2 pages d'une écriture claire et éduquée. Quand est-ce que je commence? Aujourd'hui. Jack Brennan est mon contremaître. Grand homme, barbe grise, froncement de sourcils permanent. Il vous attendra au hangar à équipement dans 1 heure. Il vous assignera votre travail et évaluera votre compétence. Rapportez-vous à lui. Suivez ses instructions et ne me faites pas regretter cette décision. Je ne le ferai pas. Eliza se leva, laissant le café à moitié fini. Elle hocha la tête une fois, un geste de reconnaissance professionnelle plutôt que de gratitude, et marcha vers la porte. La main sur le loquet, elle s'arrêta. « Monsieur Cross, puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Pourquoi avez-vous dit oui? » Nathaniel considéra la question. Il aurait pu lui donner la réponse pratique, celle sur l'allocation des ressources. Mais elle avait été honnête avec lui, brutalement. « Parce que vous ne m'avez pas demandé de vous sauver, dit-il. Vous m'avez demandé de vous employer. C'est de la différence entre la charité et un contrat. Je ne fais pas de charité. » L'expression d'Eliza s'adoucit presque imperceptiblement. Moi non plus. Elle partit sans un autre mot. Nathaniel resta seul dans sa cuisine, fixant le document signé. Dehors, le vent de février hurlait à travers la vallée. Mais à l'intérieur de la maison, quelque chose avait changé. Quelque chose de petit et indéfini, comme la première fissure dans la glace avant le dégel. Nathaniel se dit que cela ne signifiait rien. Il était doué pour se mentir à lui-même. Jack Brennan se tenait dans le hangar à équipement, entouré de 3 mois d'entretien différés. Il essayait de décider si son patron avait perdu la tête ou trouvé un étrange genre de génie. La femme, Eliza Moore, arriva exactement à l'heure. « Madame Moore, dit Jack. Monsieur Brennan, le patron dit que vous êtes là pour travailler. C'est le cas. » Jack fit un geste vers l'établi empli de harnais cassés et d'outils rouillés. « Vous connaissez le travail du cuir? »« Un peu. Je peux faire des coutures de base et des réparations. Rien d'ornemental. Pas besoin d'ornemental. Besoin de fonctionnel. » Il lui lança une bride avec une sangle de joue cassée. « Réparez ça. » Eliza l'attrapa, examina la cassure et se dirigea vers l'établi sans demander d'outils. Elle trouva le poinçon à cuir, le fil ciré et l'aiguille par elle-même. Jack regarda sans avoir l'air de regarder. Elle travaillait méthodiquement. Quand elle eut fini 10 minutes plus tard, elle lui tendit la bride. Il examina son travail de manière critique. La couture était serrée, régulière. « Adéquat, dit-il, ce qui était le plus grand éloge qu'il donnait à quiconque au premier essai. « Merci. Ne me remerciez pas. Faites-le 30 fois de plus. » Il pointa un baril rempli de harnachements cassés. « Tout là-dedans a besoin de réparation ou d'évaluation de remplacement. Triez-les en piles. Réparables, douteux et poubelles. Réparez ce que vous pouvez. Mettez de côté ce que vous ne pouvez pas et soyez prête à expliquer votre raisonnement. Délai. Fin de journée. » Eliza regarda ce baril, facilement 3 semaines de travail selon toute norme raisonnable, et hocha la tête. « Je ferai ce que je peux. » Elle ne se plaignit pas,
ne négocia pas. Elle tira simplement la première pièce du baril et se mit au travail. Jack la laissa là. Chaque fois qu'il passait devant le hangar, elle travaillait régulièrement. Elle ne bavardait pas avec les ouvriers du ranch. À 4 heures, elle avait créé 3 piles organisées et terminé les réparations sur 18 pièces de harnachement. Jack examina son travail. Tout fonctionnel. Vous en avez fait la moitié, dit-il. Oui, monsieur. La moitié que vous n'avez pas fini. L'avez-vous trié? Je l'ai fait. 12 pièces sont réparables avec les bons outils. 6 nécessitent un remplacement professionnel. 4 sont des pertes totales. Jack vérifia son évaluation par rapport à son propre inventaire mental. Elle avait vu juste sur chaque pièce. Vous travaillez à ce rythme tous les jours, vous aurez fini d'ici vendredi. Elle dit, je le ferai. Bien. Soyez ici à 7 heures demain. N'attendez pas un travail différent juste parce que c'est fini. Il y en a toujours plus. Je comprends. Alors qu'Eliza retournait vers la cabane dans la lumière déclinante, Jack se tenait dans le hangar. Il essayait de comprendre ce qui le dérangeait. Elle était compétente, efficace, mais il y avait quelque chose dans sa précision prudente qui suggérait une stratégie de survie plutôt qu'une personnalité. Il avait vu cela auparavant chez des hommes revenus de la guerre. Ce genre d'autodiscipline rigide qui était la seule chose se dressant entre la fonction et l'effondrement. Quoi que ce soit qui ait amené Eliza Moore ici, ce n'était pas de la malchance. C'était une fuite. Nathaniel ne vit pas Eliza du reste de la semaine. Il était occupé par un litige contractuel en ville. Les rapports quotidiens de Jack confirmaient qu'elle travaillait adéquatement. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais le vendredi soir, quand Nathaniel passa devant le hangar à équipement et vit l'espace de travail organisé, il ressentit quelque chose de proche de la satisfaction. Cette nuit-là, il rédigea une liste de fournitures pour le cuisinier du dortoir et ajouta du café, de l'huile de lampe et un rouleau de toile à la livraison pour la cabane Hackberry. Pas de la charité, l'exécution du contrat. Elle l'avait mérité. Le premier mois passa au rythme régulier du travail d'hiver. Eliza se déplaçait à travers ses tâches avec la même précision prudente. Et Nathaniel se surprenait à vérifier les rapports de Jack avec une attention aux détails qui dépassait la supervision standard. Elle était en tout point mesurable exactement ce qu'il avait calculé qu'elle serait. Ce qui rendait d'autant plus troublant le moment où il commença à remarquer les choses qui ne pouvaient pas être mesurées. La façon dont elle organisait le hangar à outils n'était pas seulement fonctionnelle, c'était intelligent. Le système d'inventaire qu'elle avait créé signalait les pénuries 3 semaines à l'avance. Quand un jeune ouvrier s'était coupé la main, elle avait nettoyé et pansé la plaie avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait de la médecine de terrain. Elle ne demandait jamais rien, c'était professionnel, et cela le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait articuler. Début mars, Nathaniel avait cessé de prétendre qu'il ne faisait pas attention. Il se retrouvait à passer devant le hangar à équipement plus souvent que nécessaire. Eliza travaillait par tous les temps. Un après-midi, il regarda de loin alors qu'elle enseignait à 2 de ses jeunes ouvriers la bonne façon d'épicer une corde. « Elle a une manière d'enseigner », observa Jack, apparaissant à côté du cheval de Nathaniel. « Les garçons la respectent. C'est rare. Ils respectent la compétence. »« Non, » dit Jack pensivement. « Ils la respectent parce qu'elle ne la joue pas. Elle fait juste le travail. Pas de drame. C'est rafraîchissant. » Nathaniel jeta un coup d'œil à son contremaître. « Vous approuvez, alors? » « J'approuve quiconque rende mon travail plus facile. Que je croie son histoire est une autre question. Vous pensez qu'elle ment? Je pense qu'elle omet. Il y a une différence. Une femme aussi éduquée, aussi capable, ne finit pas dans une cabane abandonnée par accident. Elle a fui quelque chose, et finalement nous allons découvrir quoi. » L'observation s'installa dans la poitrine de Nathaniel comme de l'eau froide. Il s'était tellement concentré sur ce qu'Eliza pouvait faire qu'il avait cessé de se demander pourquoi elle le faisait. Le contrat était clair, emploi jusqu'en mars, mais avril était dans 3 semaines. Et il réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle prévoyait de faire quand le terme prendrait fin. Plus troublant encore, il réalisa qu'il voulait le savoir. Ce soir-là, Nathaniel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 6 semaines. Il descendit à la cabane Hackberry à l'improviste. La vallée semblait différente début mars. La neige avait commencé sa lente retraite. La fumée s'élevait de la cheminée en une colonne fine et régulière. Alors que Nathaniel approchait, il put voir des changements. L'appentis s'étendait maintenant le long de tout le mur nord. Un petit jardin potager avait été dégagé et retourné.
Eliza était dehors en train de fendre du petit bois. Elle leva les yeux alors qu'il mettait pied à terre. Monsieur Cross, dit-elle, Madame Moore, je voulais vérifier l'état de la cabane avant le dégel du printemps. C'était une excuse transparente et ils le savaient tous les deux. Le toit tient, dit Eliza. Les volets auront besoin d'être remplacés éventuellement, mais ils survivront à cet hiver. Cet hiver, répéta Nathaniel. Qu'en est-il de l'hiver prochain? Notre contrat se termine dans 3 semaines. J'ai supposé que vous voudriez la cabane disponible pour d'autres usages. Vous avez fait beaucoup de travail pour quelqu'un qui part. Je ne fais pas les choses à moitié, Monsieur Cross. C'est peu pratique, peut-être, mais c'est comme ça que je suis faite. Où irez-vous en avril? Retour à Bozeman, très probablement. Il y a du travail de blanchisserie disponible. Travail de blanchisserie, dit Nathaniel d'un ton plat. Après tout ce que vous avez accompli ici, le travail de blanchisserie est un emploi honnête. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'est un gaspillage de vos capacités. Mes capacités ne sont pas pertinentes et si personne n'est prêt à payer pour elles. L'amertume dans sa voix était faible, mais indubitable. Que s'est-il passé à Bozeman? Demanda-t-il. Eliza s'assit sur l'une des plus grosses bûches. Mon mari est mort il y a 2 ans, dit-elle. Pneumonie. Nous avions une petite propriété près de la ville, 40 acres. Quand il est mort, sa famille a contesté l'héritage. Ils ont prétendu que je n'avais aucun droit légal de rester. Et n'aviez-vous, légalement? Non. Nous nous étions mariés rapidement et il n'a jamais mis à jour l'acte de propriété. Moralement, j'avais travaillé cette terre pendant 3 ans. J'ai engagé un avocat avec le peu d'économies que nous avions. Il a pris mon argent et a déposé les papiers trop tard. Le juge a statué contre moi. L'expression de Nathaniel se durcit. L'avocat vous a volé. L'avocat a été négligent. Je n'avais aucun recours. J'avais 2 semaines pour partir. J'ai vendu ce que je pouvais et je suis parti avec 83 $. J'ai essayé de trouver du travail à Bozeman, mais la rumeur s'était répandue. Les gens supposaient que j'avais essayé de voler des terres qui ne m'appartenaient pas. Personne ne voulait m'embaucher. Alors vous êtes venu dans ma vallée, dit Nathaniel. Je me suis souvenu d'une vieille épane abandonnée. J'ai pensé que si je pouvais la rendre fonctionnelle, prouver ma valeur par le travail, peut-être pourrais-je négocier quelque chose de plus permanent. Elle le regarda directement. J'avais raison. Vous avez eu de la chance. J'ai été stratégique, en vous rendant trop précieuse pour être jetée. Exactement. Quel était l'argument de la famille de votre mari? Qu'il s'était marié en dessous de sa condition. Son père voulait la terre pour son fils cadet. Et l'avocat qui vous a laissé tomber? Il exerce toujours à Bozeman. Quel était son nom? Demanda Nathaniel. Marcus Haywood a un bureau sur Main Street, à côté des essayeurs. Nathaniel classa le nom sans commentaire. Je ne vous ai pas dit cela pour solliciter une vengeance, Monsieur Cross. Je vous l'ai dit parce que vous avez demandé la vérité. Je sais. Votre contrat se termine le 1er avril, dit-il. Revenant aux affaires, si vous voulez le prolonger, les conditions devront changer. Changer comment? Salaire, emploi approprié. Je voudrais que vous gériez l'inventaire de l'équipement à temps plein. Vous m'offrez un poste permanent. Je vous offre un emploi qui correspond à votre compétence. Pourquoi? Parce que mon opération fonctionne plus efficacement avec vous ici. Et parce que vous méritez mieux que ce que vous avez obtenu. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement. Prenez votre temps. Nathaniel monta à cheval et retourna vers la maison principale. 2 jours plus tard, Nathaniel chevaucha vers Bozeman. Il dit à Jack qu'il vérifiait un litige contractuel. C'était un mensonge. Le bureau d'avocat de Marcus Haywood occupait un bâtiment étroit. Nathaniel entra sans frapper. 20 minutes plus tard, Haywood émergea de son bureau privé. Il avait peut-être 50 ans, bien habillé. « Monsieur Cross, dit Haywood, comment puis-je vous aider? » « Je comprends que vous gérez des litiges de propriété, dit Nathaniel. Parmi d'autres affaires, oui. Haywood hocha la tête sagement. Le droit de la propriété dans les territoires peut être complexe, surtout lorsqu'il s'agit de veuves. Les femmes, bénies soient-elles, ne comprennent souvent pas les nuances juridiques. Et vous facturez ces femmes pour ces conseils? Honoraires de consultation standard. Oui. Nathaniel s'adossa à sa chaise. Combien avez-vous facturé à Eliza Moore? Le nom atterrit comme une pierre dans l'eau calme.
Je crains de ne pas pouvoir discuter des cas d'autres clients, dit Haywood prudemment. Combien lui avez-vous facturé avant de déposer ces papiers trop tard pour que cela compte? Vous avez pris son argent, déposé en retard, et lui avez coûté tout ce qu'elle avait. C'est du vol déguisé en incompétence. C'est une accusation grave. C'est une accusation exacte. Voici ce qui va se passer, Monsieur Haywood. Vous allez revoir le dossier de Madame Moore. Vous allez identifier toute erreur de procédure. Et s'il y a un moyen légal de revoir ce jugement, vous allez le poursuivre sans frais pour elle. Et si je refuse, alors je vais examiner chaque cas que vous avez traité au cours des 5 dernières années. Je vais parler à chaque veuve, chaque fermier désespéré. Choisissez, Monsieur Haywood. Aide ou obstacle? Vous avez jusqu'à vendredi pour décider. Nathaniel sortit sans attendre de réponse. Il savait qu'il venait de compliquer la vie d'Eliza exactement de la manière dont elle lui avait demandé de ne pas le faire. Mais la justice comptait plus que la distance professionnelle. Le vendredi matin, un télégramme arriva au ranch. Nathaniel le lut 2 fois. Il chevaucha de nouveau vers Bozeman cet après-midi-là. Haywood semblait diminuer quand Nathaniel entra. « J'ai revu le dossier de Madame Moore comme vous l'avez demandé, » dit Haywood. « J'ai trouvé une lettre d'intention déposée auprès du greffier du comté 6 mois avant la mort de M. Moore. Elle indiquait son intention de transférer l'acte de propriété pour inclure sa femme comme copropriétaire. » Nathaniel sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Une intention testamentaire aurait annulé le testament précédent. Dans un tribunal territorial, possiblement. Si j'avais déposé 2 semaines plus tôt, nous aurions eu le temps de l'examiner. C'était de la négligence, dit Nathaniel d'un ton plat. J'ai rédigé une lettre au détenteur actuel de la propriété, dit Haywood. Une demande, c'est insuffisant. Voici ce que vous allez faire réellement. Vous allez déposer une motion formelle pour rouvrir l'affaire sur la base de nouvelles preuves. Et vous allez le faire sans frais pour Madame Moore. Et vous allez contacter chaque client que vous avez représenté dans des cas similaires. C'est impossible. Considérez cela comme un investissement dans l'intégrité professionnelle. Vous avez le choix, Monsieur Haywood. Faites partie de la solution ou soyez l'exemple. Mais comprenez que de toute façon, Madame Moore obtiendra justice. La confrontation vint plus tôt que Nathaniel ne l'avait prévu. Il arriva au ranch pour trouver Eliza l'attendant sur le porche. « Madame Moore, dit Nathaniel, vous êtes allée à Bozeman. Ce n'était pas une question. Oui. Après que je vous ai explicitement demandé de ne pas compliquer ma vie, j'ai trouvé de nouvelles preuves, une lettre d'intention que votre mari a déposée. Je me fiche de ce que vous avez trouvé. Vous n'aviez aucun droit. Je n'essaie pas de vous sauver. J'essaie de corriger une injustice. Sans me consulter? Vous m'avez mis une cible dans le dos. Marcus Haywood ripostera. Je le protégerai. Je ne veux pas de votre protection. Je veux l'autonomie. Je veux le droit de faire mes propres choix, même si ces choix signifient d'accepter l'injustice. Parce que parfois, accepter l'injustice est le prix de la survie. Vous êtes un homme bon, Monsieur Cross, mais vous ne pouvez pas réparer le monde entier en prenant des décisions pour des gens qui n'ont pas demandé votre intervention. Les mots piquaient parce qu'ils étaient justes. J'aurais dû vous demander d'abord, dit-il doucement. Oui, vous auriez dû. Nathaniel sortit la lettre d'intention de sa poche. Il a trouvé ceci dans les dossiers de votre mari. Eliza déplia le papier. Ses mains tremblaient légèrement. Thomas a écrit ceci 6 mois avant sa mort, dit-elle doucement. Que se passe-t-il maintenant? Haywood peut déposer une motion pour ouvrir votre dossier. Et si je ne veux pas faire appel, alors vous ne faites pas appel. C'est votre choix, Eliza. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et Monsieur Cross, notre contrat se termine dans 2 semaines. J'ai besoin de savoir si l'offre d'emploi tient toujours. L'offre tient, dit fermement Nathaniel. Eliza hocha lentement la tête. Alors je vous donnerai ma réponse d'ici la fin du mois. 2 jours plus tard, une lettre arriva au ranch adressée à Eliza Moore. Elle venait d'un bureau d'avocat à Helena. Nathaniel l'apporta à Eliza au hangar à équipement. « C'est de la Commission territoriale des terres, dit-elle. Ils enquêtent sur des irrégularités dans les transferts de propriété. Ils veulent que je témoigne. Avez-vous fait cela? » Non, j'ai contacté Haywood, personne d'autre. Ils me veulent à Helena dans 2 semaines. Irez-vous? Je ne sais pas. Si je témoigne et que rien ne change, je me serai exposé pour rien. Mais si je ne témoigne pas, quelle que soit votre décision, je la soutiendrai, dit Nathaniel. Pourquoi faites-vous ce que-là? Parce que j'avais tort avant. J'ai poussé quand j'aurais dû demander. J'essaie de faire mieux.
Le lendemain matin, Nathaniel trouva Eliza au hangar à équipement. Il lui tendit des notes qu'il avait rédigées. Contact, avocat, option de logement à Helena. C'est complet, dit-elle doucement. Je pensais que cela pourrait être utile si vous décidez d'y aller. Puis je vous demandais quelque chose honnêtement. Pourquoi cela vous importe-t-il? Parce que j'ai bâti tout ce que j'ai sur le principe que la compétence devrait compter plus que les circonstances. Et votre situation est la preuve que ce principe est un mensonge. Et peut-être que je suis en position d'aider à faire en sorte que cela change. Je vais à Helena, dit-elle, pas parce que vous le voulez, mais parce que j'ai besoin de savoir s'il y a une chance de récupérer ce qui a été volé. Je vais organiser le voyage, dit Nathaniel. Vous pouvez prendre le train depuis Livingston. Le matin où Eliza devait partir pour Helena, Nathaniel la trouva à la cabane avant l'aube. Elle portait sa meilleure robe. Ils chevauchèrent vers Livingston dans l'obscurité d'avant l'aube. À la gare, Nathaniel lui tendit une enveloppe. Des fonds d'urgence. C'est un prêt, pas un don. Revenez, dit Nathaniel. Peu importe ce qui se passe à Helena, revenez. Je le ferai. Le train entra en gare. Nathaniel aida Eliza à monter. Elle apparut à la fenêtre, levant une main en signe d'adieu. Le train s'éloigna, l'emportant vers l'est. La semaine qui suivit fut la plus longue dont Nathaniel put se souvenir. Il se jeta dans le travail du ranch. Jack le toléra pendant 3 jours. « Vous rendez tout le monde fou, dit Jack. Vous êtes terrifié à l'idée que si elle réussit, elle n'aura plus besoin de vous. C'est ce qui vous dérange vraiment. » Nathaniel s'adossa à la porte de l'étable. Si la commission statue en sa faveur, elle récupère sa propriété. Pourquoi resterait-elle ici? Peut-être parce qu'elle a construit quelque chose ici aussi, dit Jack. Attendez, faites confiance. Le 8e jour après le départ d'Eliza, un télégramme arriva. La commission a statué en sa faveur, dit Nathaniel. Il rouvre son dossier. Elle revient demain. Le lendemain après-midi, Nathaniel l'attendait à la gare de Livingston. Elle descendit du train. Elle avait l'air fatiguée mais plus légère. Comment était Helena? Productive. Ils ont trouvé des irrégularités dans 17 dossiers similaires aux miens. Le procureur m'a demandé ce que je voulais. Si je voulais récupérer la propriété ou une compensation financière. Qu'avez-vous répondu? Que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Ils montèrent dans le chariot. Eliza parla finalement. Reprendre la terre, c'est ce que je pensais vouloir. Mais cette femme qui vivait là, elle n'existe plus. Je ne suis pas sûr de vouloir la ressusciter. Je ne sais pas encore ce que je veux. J'ai des options maintenant. Comme rester ici, si c'est même une possibilité. C'est une possibilité, dit Nathaniel. J'ai rédigé un contrat d'emploi formel, poste permanent. Est-ce que ce que vous voulez? Demanda Elisa. Que ce soit un arrangement formel. Non, dit doucement Nathaniel. Je veux que vous restiez parce que vous voulez être ici. Je veux construire quelque chose avec vous qui n'est pas basé sur la nécessité. Je veux voir ce qui est possible quand 2 personnes décident de construire une vie ensemble. Eliza le regarda. Cela ressemble dangereusement à un partenariat. C'est un partenariat. Je vous céderai la terre sur laquelle se trouve la cabane. 20 acres libres et clairs à votre nom. Vous pouvez construire ce que vous voulez. Et si vous décidez que vous voulez un partenariat en plus de l'indépendance, c'est un choix séparé. Vous me donneriez de la terre. C'est la reconnaissance de la réalité. Vous êtes devenu essentiel d'une manière qui n'a rien à voir avec la maintenance de l'équipement. Essentiel est un mot dangereux, dit Elisa. Je suis terrifié, mais je suis aussi fatigué de faire des choix par peur. Alors je choisis l'espoir. Je choisis de construire quelque chose de nouveau. Elle plaça sa main dans la sienne. J'ai des conditions. Je veux que l'expansion de la cabane soit conçue ensemble. Je veux maintenir ma position en tant qu'entrepreneur indépendant. D'accord. Et je veux du temps. Redemandez-moi dans 6 mois. Je peux attendre 1 an, dit Nathaniel. Ils retournèrent au ranch ensemble. Jack les attendait. Vous avez bien fait, dit Jack. Elle est bonne pour vous. Elle vous rend moins rigide. Les 6 mois suivants se déroulèrent au rythme régulier de la construction de quelque chose de permanent. Nathaniel déposa les documents de transfert de terre. Ils agrandirent la cabane ensemble. Eliza enseigna des cours de maintenance. La bataille juridique à Helena progressa favorablement. Et par une froide soirée de novembre, exactement 8 mois après le retour d'Eliza, Nathaniel descendit à la cabane. Il sortit une petite boîte de sa poche. « Vous m'avez dit de redemander dans 6 mois. Cela fait 8 mois. Je vous demande de m'épouser parce que le partenariat avec vous
est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Eliza prit la bague. C'est un oui avec des conditions. Je garde ma propriété séparée. Mon entreprise reste indépendante. Et nous rédigeons un accord légal. Nathaniel sourit. Je suis d'accord avec toutes vos conditions. Ils se marièrent en janvier lors d'une cérémonie tranquille. Les documents légaux furent signés aux côtés du certificat de mariage. C'était peu romantique et absolument nécessaire. Ce soir-là, Elisa dit « J'ai reçu une lettre du procureur. Il m'offre une compensation financière équivalente à la valeur actuelle du marché. Je pense que je vais l'accepter. Cette terre représente mon passé. Mais je n'ai pas besoin de la réclamer physiquement pour prouver qu'elle a été volée. Je réalise que j'ai construit quelque chose de mieux que ce que j'ai perdu. » Nous l'avons construit, corrigea Eliza. C'est ce que signifie le partenariat. L'histoire ne s'est pas terminée par un sauvetage ou une rédemption, mais par un choix. Deux personnes capables se tenant sur un terrain solide qu'elles avaient construit ensemble. C'était tout ce dont aucun d'eux n'avait su qu'il avait besoin.